Mesdames et messieurs, j'aime bien ce silence qui se fait. Bonsoir et bienvenue à ma thèse en 180 secondes finale Alsace. C'est un immense plaisir, un honneur également d'être cette année encore parmi vous pour vous présenter ce qui est à la fois un exercice de vulgarisation scientifique mais aussi un show, un véritable spectacle puisque devant vous vont se présenter ce soir 12 doctorants et doctorantes. Je jette un petit coup d'œil par là. Je les compte, ils sont toujours 12, les portes sont fermées. Ça devrait bien se passer, qui, en 3 minutes, et pas une de plus, c'est une véritable gageure, vont vous présenter leur travail de recherche avec, comme tout support, une diapositive. 12 candidats et candidates qui, dans quelques minutes, je les vois tout tremblants, seront ici, ils se préparent depuis 4 mois, et je vous propose, pour démarrer comme il faut et les encourager, de les applaudir. Un show, un spectacle, c'est vrai, mais nous ne sommes pas au théâtre ni à l'opéra ce soir. S'il fallait faire une comparaison, nous sommes plutôt à Roland-Garros. Vous savez comment ça se passe lors d'un match sur le Central? Pendant les points, on ne dit rien. Quand la petite balle jaune est sortie du terrain, on encourage, on se manifeste. On va faire un petit essai parce que j'ai vu tout à l'heure une jeune fille qui n'est plus là, mais je vais la retrouver, qui avait une pancarte. Où est-ce qu'elle est? C'est vous. Alors on va voir si vous avez tout compris. Comment est-ce qu'on encourage ce soir? C'est à vous. Est-ce que quelqu'un veut lui montrer? Non? Tiens, la jeune fille avec le pull moutarde, hop, mettez-vous debout. Et votre copine à côté, hop, on se lève. Oui, voilà, c'est comme ça qu'on les encourage. Bon, la pancarte tout à l'heure, il faudra faire un petit peu mieux quand même. Hein. C'est qui votre candidat? Romain. D'accord, on a bien compris. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont ramené des banderoles, des pancartes? Des kakémonos? Oui, là-haut. Vous pourrez sortir tous les artifices que vous jugerez bons pour encourager vos candidats ce soir. Vous l'aurez compris, nous sommes là pour passer un bon moment tous ensemble avec nos 12 candidats. Et vous allez travailler également parce qu'il y a un enjeu ce soir. 3 prix seront remis. Un prix des lycéens. Cet après-midi, il y a eu une grande répétition générale. Ils se sont présentés devant des jeunes lycéens venus de toute l'Alsace et ces jeunes gens ont voté. Le prix est toujours secret à l'heure qu'il est. Il sera dévoilé en fin de soirée, un des prix d'une valeur de 200 €. Autre prix, le prix du jury. 5 éminentes personnalités, je vais leur demander de se lever, vous allez voir comme ils sont beaux, comme ils sont fringants. Auront la lourde responsabilité de choisir le prix du jury. Alors, ils me font dire aux familles, aux amis qu'ils sont corruptibles du moment que c'est discret, vous le confirmez? Voilà. Et puis vous aussi, vous allez travailler bien évidemment, puisqu'un prix du public sera remis ce soir. Vous avez chacun reçu un petit jeton, tout le monde a son jeton? Oui. Et après les 12 présentations, eh bien, vous irez mettre ce jeton dans une urne, il y a les photos des candidats, vous ne pouvez pas vous tromper, le candidat ou la candidate qui vous aura le plus séduit ce soir. Nous avons poussé les murs, vous l'avez remarqué, cet amphi est complet. Amphi de plus de 500 places. Nous avons poussé les murs et je salue l'Amphi 6 qui nous écoute ce soir. Vous aussi, bien évidemment, vous pouvez participer. Je salue également ceux qui nous regardent derrière leur écran de tablette et d'ordinateur sur le site utv.unistra.fr. Si vous voulez participer, on peut live tweeter ce soir le hashtag MT180, hashtag Alsace. Vous pouvez le faire également. Je vous demanderai simplement d'être bienveillant, ce sera le maître mot de cette soirée. Vous ne pourrez pas sortir avant la fin des présentations. Et là, j'en connais certains qui regrettent de ne pas avoir pris leurs précautions avant d'entrer dans cet amphi. Mais vous allez voir, on va passer un tellement bon moment que vous oublierez tous ces petits désagréments.
Ma thèse en 180 secondes, co-organisée par le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg, le service communication de la délégation Alsace du CNRS, un concours organisé pour l'Alsace en partenariat avec l'Université de Haute-Alsace et organisé au niveau national, parce que vous le savez certainement, tous les regroupements universitaires de France participent à ce concours par le CNRS et la conférence des présidents d'université pour lancer, comme il se doit, et officiellement, cette édition 2018 en Alsace, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements le président de l'Université de Strasbourg, Michel Deneken, je vous en prie, montez monsieur. Et le délégué régional CNRS Alsace, Patrice Soulier. Monsieur le Président, vous avez 180 secondes. Benjamin, est-ce que tu peux nous mettre un petit chronomètre, s'il te plaît ? D'abord, j'avais beaucoup plus d'applaudissements avec les lycéens de cet après-midi, donc je suis un peu vexé, mais ça fait rien. Les lycéens étaient aussi nombreux que vous, plus enthousiastes que vous, les applaudissements, mais ça viendra plus tard. Je ne remercie plus tous ceux qu'on a remerciés, les partenaires. Donc au nom de l'Université de Strasbourg et de la CPU, je suis très heureux de vous accueillir en partenariat avec le CNRS notamment, le Jardin des Sciences, dont tout le personnel est mobilisé. Et je suis très heureux de vous accueillir ce soir parce que c'est un événement, un amphi plein ici et puis un autre pratiquement plein. Je trouve qu'un pays qui s'enthousiasme pour ses doctorants, pour la science, c'est un pays qui n'est pas foutu. Voilà, bon, c'est déjà pas mal. C'est première chose. Deuxième chose, je ne dirai plus jamais de mal de Jacques Martin. Bon, il ne faut pas en dire, parce que vous savez, quand on donne des notes, quand on met 10 à tout le monde, on dit « ouais, tu fais ton Jacques Martin, mais vous êtes trop jeune, vous. » C'était une émission où les gamins devaient noter d'autres gamins qui chantaient, et on mettait 10 parce qu'on était gentil. Mais je dois avouer que cet après-midi, j'ai eu énormément de mal à vous départager, parce que comme je suis un grand buveur et que je cache mon alcoolisme sous de l'œnologie, 2018 est un très grand cru. Je n'ai pas à dire du mal de 2017, mais il est franchement exceptionnel. D'ailleurs, Hugues, tu es témoin, tous ceux qui étaient là. Donc, je ne pourrais malheureusement pas rester avec vous, mais j'ai eu la primeur de la première présentation et je peux vous dire qu'il y a de la pluralité nationale, ethnique, intellectuelle, didactique. Vous allez voir toutes les manières de communiquer très malines qu'ont ces jeunes gens. C'est les sciences qui traversent les disciplines, les frontières, et je dirais aussi, d'une certaine manière, qui remettent en cause quelque chose de très, très, très difficile à supporter dans notre société, qui est le bavardage inutile, genre président d'université. Et 68. Et je pense vraiment que c'est un exercice que je recommande à tous les enseignants-chercheurs. On va mettre dans le coup l'IDIP pour que nous apprenions nous aussi à communiquer en 180 secondes. Moi, je suis devenu prof alors que j'ai résisté à des centaines d'heures d'ennui au lycée Kléber, de profs ennuyeux, où une minute, ça faisait 1 heure de temps. Et donc, malheureusement, ce soir, on a décidé de limiter la minute à 60 secondes, hein, donc ça fera 180 pour 3 minutes. Vous n'aurez pas plus de temps, mais je dois assurer que vous nous donnez envie de vous suivre, vous nous donnez envie d'aller dans des disciplines qu'on ne connaît pas, vous nous donnez envie de continuer à penser, malgré mon grand âge, que nous faisons un beau métier, quand vous, les doctorants, futurs docteurs, eh ben, vous prouvez à un vieux briscard qu'on n'a plus rien à vous apporter, qu'on est même peut-être prêt à prendre la porte, tellement cette jeunesse turbulente, marrante. Alors c'est vrai, ils sont plutôt marrants, et ça change aussi des tristes cires. Donc vive les docteurs futurs que vous êtes, vive la science, et merci à votre présence. Notre premier tout-pile, ça s'appelle un tout-pile, hein, et c'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce qu'on vous met le... Non. Est-ce que le CNRS est tenu de faire aussi bien que l'université ? Le niveau est élevé, quand même. Oui, là, c'est vrai que la barre est haute. Patrice Soulier. Notez que le CNRS a quand même reconnu que le niveau est élevé. Oui, voilà, on l'a tous entendu, et c'est enregistré. Et l'explication que j'ai également...
l'explication que j'ai également pour le fait que tu aies l'impression qu'il y a eu moins d'applaudissements, oui, c'est que tout simplement que nous les partageons, c'est pour cela. Ah bah c'est pire encore. Bien, écoutez, alors moi je suis désolé, je n'ai pas l'aisance de notre président. Je voudrais simplement donc au nom du CNRS aussi vous souhaiter donc la bienvenue pour cette finale donc Alsace du concours ma thèse en 180 secondes. Merci d'être présents donc et aussi nombreux, c'est vraiment quelque chose de comment dirais-je d'impressionnant vraiment quand on est ici et puis donc si on pense qu'il y a un deuxième amphi. Donc c'est quand même... voilà, donc merci à tous pour cet événement que moi je qualifierais de scientifique. Hein, c'est peut-être un show, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est aussi de la science. Et on est très fiers donc, de pouvoir co-organiser donc, au niveau national donc, avec la conférence des présidents d'université et ici en Alsace donc avec... nos amis et collègues de l'université, des deux universités, parce que je crois que l'UHA est également présente. Voilà, elle est là. Voilà, non, mais... Et donc, on peut être très satisfait, parce que c'est un concours qui n'a que 4 ans d'existence au niveau national, et donc quelque chose... Donc, alors, juste, vous ne le voyez pas, mais là, moi, ils ont été très gentils avec moi parce qu'ils ne me font pas tourner les 180 secondes. Hein, alors que pour le président, ça tournait. Hein. Voilà, non, mais c'est le CNRS. Voilà, on a un peu brouillé la commande. Le CNRS, donc, bon, je pense que vous le connaissez, donc c'est un organisme public de recherche qui est présent sur l'ensemble du territoire et à l'étranger. Il a la particularité, parmi les établissements publics scientifiques et technologiques, de lui s'intéresser à l'ensemble des domaines de la connaissance. Hein. Nous allons de l'astronomie à la biologie, en passant par les matériaux, la chimie des interfaces, les neurosciences, les sciences humaines et sociales. J'en passe et vous m'en excuserez. La recherche, comme vous le savez aussi, se fait au sein de laboratoires que nous partageons donc avec... nos partenaires universitaires. Et donc, nous avons tous les jours des chercheurs, des chercheuses, des ingénieurs et des ingénieures, des techniciens et des techniciennes, qui, donc, et sans oublier, bien sûr, les doctorants et les doctorantes. Hein, loin de moi une volonté quelconque de vous oublier, donc qui ont comme charge de faire avancer donc, le domaine, le front des connaissances. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir des idées, qu'il faut imaginer, créer des expériences, expérimenter par essai, tirer les enseignements de nos échecs, échanger, discuter, argumenter avec d'autres scientifiques, qu'ils soient de notre domaine ou qu'ils ne le soient pas. Et c'est aussi rendre public donc, des résultats, c'est-à-dire donc faire connaître au plus grand nombre les avancées de la recherche. Et le concours Ma thèse en 180 secondes est un événement qui y contribue grandement. Pour cette année, donc, avec le Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg, la formule qui a été initiée l'année dernière donc, a été gardée, d'organiser donc, ce rendez-vous en début de soirée, afin justement de permettre au plus grand nombre de pouvoir être présents avec nous. Alors, nos doctorants, eh bien, ils étaient 24 au départ, ils sont 12 qui vont se présenter devant vous ce soir, et donc, au nom du CNRS, et je pense de l'ensemble de l'Assemblée, je leur dis bravo à toutes et à tous pour avoir osé cette aventure. Ils ont travaillé dur pour vous présenter aujourd'hui, pour se présenter aujourd'hui devant vous et donc trouver les mots, les images pour vous permettre d'appréhender leurs travaux de recherche. Et croyez-moi, c'est un véritable challenge auquel ils se sont livrés. Donc, chers candidats, vous avez pu expérimenter cet après-midi donc devant un parterre de lycéens. Je remercierai également les membres du jury donc, qui ont accepté cette tâche délicate aussi de désigner un gagnant. Je vous remercie toutes et tous et amis de la science, de la recherche, de partager donc ce moment qui est aussi festif
et qui met en lumière nos doctorants. Je vous remercie et puis je vais vous rendre le micro. Gardez-le encore un petit instant, il va vous servir. Patrice Soulier, délégué régional du CNRS Alsace, et Michel Deleken, président de l'Université de Strasbourg. Vous le savez, comme vous êtes de bons clients et vous un bon public, on va vous faire vivre en live une coopération CNRS-Université. Vous savez que ça se fait beaucoup dans les unités mixtes ici même à Strasbourg. Vous savez compter jusque 3 ? 1, 2, 3 ? En sens inverse, 3, 2, 1 ? Alors on va faire un compte à rebours pour démarrer cette soirée. Vous allez nous dire de concert 3, 2, 1. Et quand on arrivera à 1, vous allez dire très fort MT 180. C'est bon, vous avez compris ? Vous voulez qu'on répète ? Non, ça devrait aller. Je me fais pas beaucoup de soucis pour vous. Pour vous non plus. Ah, j'ai cru que vous étiez un peu inquiète et vous aurez peut-être raison. Tu sais ce qu'on va faire ? Si tu trouves que c'est bien, hein, tu envoies. Si tu trouves que c'est pas bien, tu n'envoies pas. Je te laisse juge. On fait comme ça ? On y va ? 3, 2, 1. Quelques mots avant d'accueillir le premier candidat, le premier doctorant. Vous savez que vous allez devoir juger ce soir, messieurs, mesdames du jury, vous aussi dans le public, pour qu'il y ait une certaine équité, une certaine égalité. Écoutez bien. On vous demande ce soir de faire attention à la façon dont les doctorants, les doctorantes qui vont se présenter devant vous présentent le sujet. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il faut que ce sujet soit compréhensible, que le contexte, les enjeux de leur recherche vous soient tout à fait limpides. Il faut que le doctorant ou la doctorante vous emmène dans son quotidien, que vous vous mettiez à sa place dans son laboratoire de recherche. C'est le premier critère. Deuxième critère, vous allez juger le talent d'orateur. Talent d'orateur, une présentation vivante, la langue qu'ils utilisent, est-ce qu'il y a de la passion dans la façon de présenter leur travail? Est-ce qu'ils ont éveillé votre curiosité? Est-ce que vous avez tout compris? Vous jugerez cela également. Troisième critère, et qui n'est pas le plus facile, c'est le coup de cœur. La petite étincelle dans l'œil, un candidat qui vous aura fait sourire, bref, celui qui vous aura le plus émerveillé, le plus enchanté, vous pourrez effectivement lui accorder quelques points de plus. Ces trois critères vous serviront ce soir pour élire le lauréat, la lauréate de ce concours Ma thèse en 180 secondes 2018. Vous avez compris ? C'est parfait. On y va. Je vous demande d'applaudir très fort parce que c'est le premier et que ce n'est jamais évident. Arnaud Zeller. Arnaud, ça va ? Très bien. Ce que je vais expliquer pour toi, Arnaud, sera valable pour les 12 candidats. Tu démarres quand tu veux, tu fais un petit signe à Benjamin qui est là, c'est lui qui mettra en route le chronomètre. Tu le sais, tu ne dois pas dépasser 180, c'est éliminatoire, tu peux faire moins, 120, 130, 140, mais pas 181. Arnaud, tu fais une thèse qui porte le titre ardu de Under Design et conflit instrumental dans les EIAH. 3 minutes pour nous expliquer tout cela. Tu es en première année de thèse au laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication. Tu travailles sur la didactique de l'informatique. C'est une reprise d'études que cette thèse. Quand tu veux, tu as 3 minutes. Mac ou PC ? C'est la question qu'on se pose avant l'achat d'un nouvel ordinateur. On compare les prix, on évalue la convivialité, le confort d'utilisation. C'est que nous entretenons des rapports assez particuliers avec ces objets qui nous arrivent parfois d'insulter. Mais pour quelle raison ? Nous n'arrivons pas à nous comprendre. Ils ne font pas exactement ce que nous leur demandons de faire. Et comment leur demandons-nous ? Mais par l'interface.
Le clavier, la souris, la voix, les doigts, nous leur commandons des actions, des tâches qu'ils effectuent et dont ils nous affichent le résultat à l'écran avec du texte, des images, des messages. J'effectue mes recherches en sciences de l'éducation et j'étudie la relation entre les interfaces graphiques et les apprentissages. Dans le cadre de ma thèse, j'essaye de comprendre ce qui se joue au niveau de l'apprenant lorsqu'il utilise ces environnements informatiques d'apprentissage humain. Alors évidemment, les constructeurs nous disent que ces environnements numériques permettent d'acquérir de nouvelles compétences. Les résultats de la recherche sont en vérité beaucoup plus nuancés. Pour quelle raison ? Mais parce que ces environnements s'appuient tous sur les mêmes interfaces, macOS, Windows, iOS, Android. On y retrouve souvent les mêmes logiciels qui utilisent des icônes différentes pour déclencher des actions identiques. Et ces icônes font ou ne font pas écho en nous, et donc elles nous freinent ou au contraire nous facilitent dans nos activités d'apprentissage. Alors, imaginez, que se passe-t-il si on permet à un utilisateur de pouvoir instantanément, totalement personnaliser l'interface de son logiciel ? Va-t-il mieux réussir ses apprentissages ou au contraire se laisser disperser par toutes ces possibilités et finalement entrer en conflit avec l'ordinateur qu'il utilise ? Pour le savoir, j'ai développé un traitement de texte très proche de Word et hautement personnalisable. Et au moment où l'étudiant ou l'élève va l'utiliser, je vais secrètement collecter les traces de son activité, de ses interactions. Ces traces numériques, qu'on appelle des Learning Analytics, je vais les superposer au travail qu'il aura effectivement réalisé. Et j'ai mis l'hypothèse suivante. Plus il aura personnalisé l'interface du logiciel, plus ses capacités d'apprentissage auront été impactées du point de vue du niveau de l'appropriation de l'interface et donc de la plus ou moins grande facilité qu'il va avoir à réaliser des activités. Je compte étendre ma recherche à d'autres environnements numériques. J'ai commencé par les ordinateurs, demain, tablettes et smartphones. D'ailleurs, vous êtes plutôt iPhone ou Samsung ? Bon, vous les avez éteints. Ne bougez pas, je vais faire une recherche. Ça commence très fort. Arnaud Zeller, qui est enseignant, formateur au CREPS de Reims, hein, me semble-t-il. Bravo Arnaud. Je vous demande d'accueillir Maxime Sartori. Étude in vivo du gène BIN1 dans la maladie d'Alzheimer. Tu es en dernière année de thèse, Maxime. Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire à Illkirch, c'est l'université de Strasbourg. Quand tu veux. Tout le monde connaît cet adage. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Mais y en a-t-il un pour oublier ? Et si l'âge n'était pas la seule raison qui nous fasse perdre la tête ? Voilà 112 ans que le docteur Alois Alzheimer, dont on ne se souvient généralement pas du prénom sans pour autant être malade, a décrit le premier cas clinique de la maladie qui portera son nom. Cela fait plus d'un siècle que la communauté scientifique tente de comprendre les mécanismes de cette maladie pour y trouver un jour un remède. Mon but n'est pas de trouver un traitement, mais d'apporter ma pierre à l'édifice de la recherche pour tenter de comprendre comment se déclenche cette pathologie qui touche plus de 900 000 personnes en France. Le problème, c'est que pour plus de 95% des patients, nous ne connaissons pas les causes. Nous n'avons que des facteurs de risque, comme l'âge et le sexe. Parmi ces facteurs, notre laboratoire a décidé de se focaliser sur le gène BIN1, que l'on retrouve exprimé en trop grande quantité dans le cerveau des patients. La question à laquelle j'essaie de répondre est: est-ce que ce gène est un facteur de risque dans la maladie ? Pour y répondre, nous avons inséré le gène BIN1 humain dans le génome de souris afin qu'elle l'exprime en grande quantité. Mon travail a été de déterminer dans un premier temps si ces souris présentent des défauts de mémoire comme les patients. J'ai donc fait passer des tests comportementaux à ces mêmes souris tous les 3 mois pendant 1 an et demi, et j'ai notamment effectué le test de la reconnaissance d'objets.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une souris va naturellement aller vers tout ce qui est nouveau dans son environnement. Si vous lui présentez deux objets, un dé et une bille par exemple, et que la souris a déjà exploré la bille, elle va spontanément se diriger vers le dé qui est nouveau. Encore faut-il que la souris se souvienne avoir vu la bille. Ce test fut une réussite, autant scientifique que personnelle. Scientifique parce que les souris binaires présentent un défaut de reconnaissance et donc de mémoire, comme les patients. Personnel, car même si je n'ai pas pu jouer au Yams avec mes souris, quand une expérience marche, c'est un regain d'énergie pour poursuivre. La suite, justement, a été de comprendre comment Bina pouvait perturber la mémoire. J'ai effectué un marquage des neurones, qui permettent en partie le stockage de l'information, et je les ai visualisés à l'aide de puissants microscopes. Cette expérience a révélé un défaut dans le niveau de ramification des neurones quand Bina est trop exprimé. Toutes ces expériences mettent en évidence que trop de Bina peut à la fois altérer l'architecture neuronale et la mémoire. Alors bon, vous oublierez certainement toute ou une partie de ce que je viens d'énoncer ce soir, mais ne vous en faites pas. Il n'est pas nécessaire pour si peu d'aller consulter. On lui accorde le tout pile, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, hein, le tout pile, c'est le premier, après le président bien évidemment. Bravo à toi Maxime. Maxime Sartori. Alors je vous l'ai dit, ce soir des prix seront remis, vous l'aurez compris, prix du jury, prix des lycéens, prix du public, des prix de 200 €, mais ce n'est pas le plus important parce que le lauréat ou la lauréate du prix du jury et du prix du public aura l'honneur, la chance de représenter l'Alsace à la demi-finale nationale qui aura lieu à Paris au début du mois d'avril et pourquoi pas à la finale nationale dans la Ville Rose à Toulouse le 13 juin prochain. Vous savez que l'Alsace a déjà fait bonne figure, vous le savez ça. En 2014, Marie-Charlotte Morin, voilà, qui a remporté la finale nationale et qui a brillé lors de la finale internationale puisqu'elle est arrivée deuxième. À Québec, d'ailleurs, elle a pris le virus de la scène, Marie-Charlotte, parce que tout en continuant ses études, en passant sa thèse, elle est montée sur scène, vous l'avez peut-être vu sur une des scènes alsaciennes, avec un spectacle, une pièce de théâtre de vulgarisation scientifique. On vous en souhaite au moins autant, mesdames et messieurs, d'aller aussi loin que Marie-Charlotte Morin. Je vous demande d'accueillir Clarisse Quignon. De la neurobiologie avec Clarisse, mécanisme neuroendocrine de la saisonnalité, un pas vers des modèles génétiquement modifiés. C'est la première année de thèse de Clarisse à l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives à Strasbourg. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Canalsace. Ça y est, c'est enfin le grand retour du printemps. Si, je vous assure, malgré la neige et les températures, c'est bien le printemps, saison des amours et des naissances animales. Dans notre émission T égale M180 du jour, nous irons donc décrypter ensemble les mécanismes de la reproduction saisonnière. Et oui, saviez-vous que le cerveau est capable de détecter la saison pour synchroniser la reproduction animale ? Effectivement, avec son climat doux, le printemps est la période idéale pour la survie des petits. Des études ont montré que c'est une hormone appelée mélatonine qui sert de calendrier des saisons pour le cerveau. Cette mélatonine envoie son signal saisonnier à plusieurs protéines qui vont inhiber ou activer la reproduction de l'animal. Mais quelles sont exactement ces protéines ? Ça, les chercheurs ne le savent pas encore. Dans la suite de notre émission, nous irons donc à la rencontre d'une jeune doctorante qui tente d'identifier ces protéines sous le contrôle de la mélatonine. Mais juste avant ça, une courte page de publicité. Envie d'étudier le rôle d'une protéine ? Pourquoi ne pas simplement la supprimer et regarder les conséquences sur le mécanisme étudié ? Pour ça, rien de plus simple, utilisez CRISPR-Cas9, le nouveau système de suppression de protéines, disponible actuellement chez le rat et chez la souris. Avec CRISPR, la recherche, c'est que du bonheur. Nous retrouvons donc à présent Clarisse, doctorante à l'Université de Strasbourg, qui nous parle de sa thèse en quelques secondes. Bonjour.
Oui, ce coup-ci, c'est vraiment moi. Vous savez, celle qui tente d'identifier les protéines de la reproduction saisonnière sous le contrôle de la mélatonine. Bon, pour ça, je ne pars pas de zéro. Des personnes avant moi avaient déjà sélectionné des protéines candidates. Et un moyen simple de vérifier si un élément est impliqué dans un mécanisme, c'est de le supprimer et de voir ce que ça change. Par exemple, si vous débranchez un câble derrière la télévision et qu'ensuite elle ne s'allume plus, c'est que probablement ce câble avait une utilité. Bon, ça, supprimer des protéines, on sait plutôt bien le faire en laboratoire, chez le rat et la souris. Et pas de chance pour moi, ces rongeurs-là, ils ne sont pas saisonniers. Ils se reproduisent en continu toute l'année. Et chez les espèces à reproduction saisonnière, comme le hamster par exemple, là, c'est le désert, des modèles avec des protéines supprimées, on n'en a pas. Heureusement, ça ne m'a pas découragée. Moi, je viens de commencer ma thèse, je suis encore super motivée, donc je me suis lancé un défi. Mes modèles animaux saisonniers, je vais les créer. Pour ça, je vais tenter de supprimer des protéines, grâce à la nouvelle technique dont on entend parler partout. Vous savez, le CRISPR-Cas9. Et ça, chez des hamsters, qui eux ont bien une reproduction saisonnière. Donc j'essaye ça et rendez-vous dans quelques mois pour les résultats. En attendant, T égale M180, c'est fini pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, le retour des vraies températures de printemps est prévu dès samedi. Bonne soirée à tous sur Canalsace. Elles étaient plusieurs, mais je n'ai que le nom de Clarisse Quignon, mesdames et messieurs. Bon, je vais vous présenter notre jury, qui est à plaindre ce soir. Vous allez vite le voir, vous l'avez déjà constaté avec nos 3 premiers doctorants. Le choix va être très compliqué. Philippe Gillig, où est-il? Pouvez vous lever, Philippe? Vous n'avez pas fini? Alors attendez, je vais vous apporter un micro. On va en savoir plus sur vous, qui vous êtes, ce que vous faites. En fait, c'est un tout jeune docteur, Philippe, parce qu'il a passé sa thèse en 2014. En gros, il a échappé de très peu à ma thèse en 180 secondes, puisque 2014, c'est la première édition ici en Alsace. Ça vous aurait plu? Ça m'aurait grandement plu, effectivement. Si j'avais connu, en fait, à l'époque, ma thèse en 180 secondes, j'aurais sans doute participé volontiers quand je vois effectivement l'effervescence et le défi que ça représente. C'est une très belle expérience. Ouais. Alors Philippe, vous êtes professeur agrégé de sciences économiques et sociales à l'Université de Strasbourg. Vous êtes docteur en sciences économiques au bureau d'économie théorique et appliquée. Voilà, ça c'est pour la présentation. Et de cette frustration de ne pas avoir pu participer à ma thèse en 180 secondes est née l'envie d'apporter, vous aussi, votre pierre à l'édifice de la vulgarisation scientifique. Tout à fait, il fallait exorciser ce manquement de ma thèse à 180 secondes. Et j'ai effectivement monté un projet de vulgarisation avec une collègue, Fleur Laronce, qui est juriste et qui est enseignante-chercheur à l'Université de Haute-Alsace. Un projet de vulgarisation scientifique qui consiste en des conférences grand public itinérantes en Alsace, hors les murs de l'université. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des citoyens sur des questions d'actualité. Donc elle est juriste, je suis économiste et aussi sociologue en partie. Et voilà. Et donc ça s'appelle l'université en campagne contre les idées reçues. Donc effectivement, on traite des thématiques comme l'immigration, par exemple, les ordonnances Macron, ou d'autres thématiques donc d'actualité, et on essaye de décrypter les idées reçues. Et c'est hors les murs, on sort de l'université. Toujours hors les murs, il y a 3 grands publics. D'abord les périurbains, dans les quartiers un peu plus éloignés du centre-ville. Deuxièmement, à la campagne, en Alsace. Et troisièmement, les lycéens également. Alors je vous ai demandé s'il y avait un prochain rendez-vous, vous m'avez dit c'est un peu en fonction de l'actualité, on décide ça au coup par coup. Comment on fait pour être tenu au courant de vos conférences? Nous avons une page Facebook qui s'appelle l'Université en campagne contre les idées reçues. Voilà, vous tout simplement. Google, ça sort tout de suite. Je vais vous laisser terminer. Comment vous pratiquez, vous, petite croix, petit cœur Alors je vois que mes collègues, mes voisins jurys, nous avons tous vous chacun une autre. D'accord, non, j'ai pas du compris, tout. ça me suffit. Merci beaucoup. Chacun une autre technique. Merci Philippe Gillig. Je vous Merci présenterai les 4 autres tout à l'heure. Je vous demande d'accueillir Lucie Hartmann. Lucie qui est biologiste. Développement et caractérisation d'outils immunologiques dirigés contre un panel de récepteurs membranaires d'intérêt thérapeutique. 3e année de thèse, biotechnologie et signalisation cellulaire. Ça, c'est le laboratoire à l'Université de Strasbourg.
Ça sonne un peu pompeux ce titre, non? Je vais reformuler. L'objectif de ma thèse, c'est de fabriquer des nouveaux médicaments pour soigner la dépression. Et pour ça, je suis aidée par Serge. Sauf que Serge, c'est pas une souris de laboratoire tout à fait comme les autres. Serge, c'est un lama. Un véritable lama, oui. Ne vous inquiétez pas, je vous explique. Les cellules de votre corps, pour pouvoir communiquer entre elles, ont à leur surface des petites molécules qui sont comme leurs yeux et leurs oreilles. Ces molécules, ce sont des protéines qui appartiennent à la grande famille des récepteurs membranaires. Chaque récepteur est capable de capter des informations. Et en fonction de l'information, le récepteur va être activé ou inactivé. Exactement comme si on pouvait basculer un interrupteur. Prenons l'exemple d'Adeline. Adeline est un récepteur membranaire et dans la vie, son information favorite, c'est l'adénosine. On la retrouve principalement dans notre cerveau et c'est un peu comme notre prof de yoga intérieur. Quand elle est activée par l'adénosine, elle va calmer l'activité neuronale. Mais Adeline a un point faible, c'est le café. La caféine va faire basculer l'interrupteur et inactiver Adeline. Et c'est ça qui va nous plonger un peu dans un état d'excitation. Chez les patients qui sont atteints de dépression, Adeline, elle déraille un peu toute seule. Du coup, c'est pour ça qu'on veut l'inactiver avec des médicaments. Et alors, pour inactiver spécifiquement Adeline, sans risquer d'atteindre également tous ses copains, moi je vous le dis, il n'y a rien de mieux qu'un anticorps. Oui, un anticorps, vous savez, les petits soldats de notre système immunitaire. En fait, quand on est malade, notre corps va fabriquer une armée d'anticorps qui va aller attaquer spécifiquement le virus ou la bactérie responsable pour nous permettre de guérir. Imaginez un peu qu'on arrive à fabriquer un anticorps qui, au lieu de cibler une bactérie, cible un récepteur membranaire comme Adeline pour pouvoir l'inactiver. Et ben, c'est exactement ce que j'essaye de faire. Et Serge dans tout ça, vous allez me dire. Serge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un lama. Et grâce à ça, il a des super anticorps. Ils sont plus petits et plus puissants, comme la lessive Skip. Alors comment est-ce qu'on s'en sort maintenant pour que Serge, le lama, coopère et puis qu'il fabrique des anticorps qui aillent cibler Adeline dans notre cerveau? C'est là que le biologiste est un scientifique rusé. Je vais utiliser un virus, enfin un virus modifié pour qu'il ne soit plus dangereux. Et à l'intérieur de ce virus, je vais y cacher Adeline. Le virus, quand je vais l'injecter à Serge, va fonctionner un peu comme un cheval de Troie. Et Serge, au lieu de fabriquer des anticorps qui vont cibler le virus, il fabriquera des anticorps qui cibleront Adeline. Ces anticorps sont des candidats médicaments qui vont se retrouver dans le sang de Serge. Et du coup, pour les récupérer et les étudier, il suffit d'une prise de sang. Alors un lama, des anticorps, un récepteur membranaire, ça fait un sacré cocktail, non? En fait, peut-être que c'est aussi un peu ça le travail d'un chercheur. Il faut savoir associer correctement les connaissances pour faire une combinaison qui a du chien, enfin, du lama. Merci à Lucie Hartmann. J'étais en train de vérifier, 3 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. Par exemple, vous savez combien il faut de temps à Serge Lama pour nous dire qu'il est malade? Il faut 4 minutes. C'est quand même incroyable. Toi, tu expliques ta thèse en 3 minutes. Comme quoi, on peut faire court et dense. Bravo. Marie-Ambre Carvalho. Marie-Ambre qui nous fait une répétition parce qu'elle soutiendra sa thèse en septembre prochain. En plus que 3 minutes, normalement. Marie-Ambre, tu es chimiste, vers la synthèse de nanostructures construites à partir de porphyrine à l'Institut de chimie de Strasbourg. Marie-Ambre, quand tu veux. Mon directeur de thèse m'a demandé de créer un nouveau monde. Ouais, rien que ça. À mon monde, il n'est pas rond, il est plat. Il n'est pas plus grand que mon ongle de pouce et il est fait de graphite, la matière des mines de crayons de papier. Et vous ne devinerez jamais combien d'habitants vont peupler mon nouveau monde. Des milliards sur mon pouce. Alors oui, on les voit pas bien, mais c'est parce que j'ai pas amené le microscope. Mais vous aimeriez tout de même bien savoir à quoi ressemblent ces nouveaux habitants. Les chimistes les appellent des molécules, et plus particulièrement des porphyrines. Ce sont des molécules qui possèdent beaucoup d'électrons, autrement dit beaucoup d'énergie. Mais ça, on y reviendra plus tard. En attendant, allez, venez. Je vous invite à entrer dans mon laboratoire, lieu où je les fabrique. Il y a plusieurs étapes de fabrication.
D'abord, je synthétise les jambes, 2 très longues jambes, que je fais réagir avec un produit chimique pour les greffer au corps. Un corps carré et tout plat. Ça, c'est la porphyrine, auquel j'ajoute 4 petits bras, 2 de chaque côté. Ces bras sont capables d'attraper des boules métalliques chargées. Ça fait 8 mois que je les fabrique, que je les façonne, je les envoie sur mon monde. Concrètement, je les prends avec la pipette et je les dépose sur la surface de graphite. Et là, chaque individu s'allonge et s'aligne côte à côte bien serré avec ses voisins. Leurs jambes s'entrecroisent pour optimiser l'espace et créer des files indiennes, comme par magie. Magie? Non, ce n'est pas de la magie. Prenez par exemple leur corps aplati adhère à la surface bien plane, sous le principe de « qui se ressemble s'assemble ». On dit que les molécules s'auto-assemblent, c'est-à-dire qu'elles s'organisent sans mon aide, mais grâce à la forme que je leur ai donnée. Mais au fait, ça sert à quoi de faire ces lignes de porphyrine? Eh bien, je veux créer des fils conducteurs, mais invisibles à nos yeux. Les fils, je les ai. Conducteurs, pas encore. Conducteur, ça signifie transport d'électrons, autrement dit transport d'énergie. Et souvenez-vous, ça y est, on y revient, les porphyrines possèdent beaucoup d'électrons. Donc, elles ont de quoi transporter le long de leur fil. Mais pour le moment, elles ne sont pas connectées. Pour cela, elles ont besoin d'intermédiaires, de médiateurs. Ce sont des boules métalliques chargées. Je parachute ces boules sur la surface de graphite et les petits bras des porphyrines les attrapent. Tout est à présent connecté. À ce moment-là, j'ai créé des fils de molécules invisibles à nos yeux et potentiellement conducteurs. Et oui, je dis potentiellement, parce que je ne l'ai pas prouvé. Ça, ce sera le privilège du prochain doctorant. Moi, j'ai rempli ma mission. J'ai créé un nouveau monde. Et ce n'est pas rien de créer un nouveau monde. Pour se présenter devant vous aujourd'hui, nos doctorants, nos doctorantes n'ont pas juste fait un claquement de doigts, ils se sont préparés. Ça fait 4 mois qu'avec le Jardin des Sciences, ils se préparent aux bases de la vulgarisation. On leur a donné des conseils pratiques, on leur a appris l'écriture de leur discours, le dessin également pour cette diapositive. Ils ont eu la chance de côtoyer Christophe Muller, qui est acteur et metteur en scène, qui leur a appris à se tenir sur scène, à gérer leur stress, à apprendre la bonne posture pour se présenter devant vous ce soir. C'est un travail de longue haleine dont ils ont bénéficié, mais aussi ceux qui n'ont pas été présélectionnés. Ils étaient 24 au départ, vous le savez, et que 12 sélectionnés pour cette finale. Il y a le travail de ceux qui vous encadrent, ce metteur en scène, le Jardin des Sciences, et puis il y a le travail dans les laboratoires. Ceux qui dirigent les thèses, les personnels des laboratoires qui accueillent ces doctorants sont là aussi pour les former, les soutenir, et ce n'est pas une mince affaire. Je vous demande d'applaudir Ipek Yalcin, qui fait partie du jury. Ipek, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives, à Strasbourg. C'est à quelques pas d'ici, voilà, me semble-t-il. Il y a 2 ans, vous avez soutenu, supporté, encouragé, préparé Clémentine. Oui. Et ça a bien marché parce qu'elle est arrivée combienième, Clémentine? 3e. Troisième, donc sur le podium. Oui. Comment ça s'est passé? C'est elle qui vous a proposé de participer ou c'est vous qui avez sollicité tous les doctorants du labo? En fait, on a sollicité tous les doctorants et c'était elle qui était plus motivée pour suivre cette aventure. Et c'était long, c'était un peu stressant même pour nous, mais je pense qu'à la fin, elle a réussi, elle a fini 3e et on a vu clairement l'impact de cet parcours sur son parcours scientifique. Vous avez accueilli sa décision positivement. Vous savez, on pourrait dire, bon, il y a la science,
Et puis, il y a ce qu'il y a à côté de la science. Un travail de test, un travail de longue haleine. On se doit d'être concentré, d'avancer. Il n'y a peut-être pas beaucoup de place pour les à côté. Pour vous, c'est important ce genre d'exercice ? Oui, c'était très important et on a clairement vu son effet, ce parcours, pendant sa soutenance. Donc, elle était très à l'aise pour une étudiante qui soutient sa thèse. Et je pense que pour toute sa carrière, avoir à côté un public comme ça, c'est un énorme avantage. Je pense que c'est une bonne ligne sur le CV. Alors, on a vu Clarisse, on a vu Lucie, alors neurobiologiste et biologiste. Est-ce que la biologie se prête particulièrement à cet exercice ? Je pense que pour nous, c'est beaucoup plus difficile à vulgariser par rapport à nos autres collègues qui font... non, vous n'êtes pas très d'accord avec moi, mais je pense que pour nous, c'est très difficile à vulgariser et cet exercice peut aider aux doctorants à vulgariser leur étude et expliquer mieux au public leurs travaux. Je vous ai posé cette question dans le seul but de mettre une bonne ambiance dans le jury. Hein ? C'est ça, exactement. Aucun autre. Voilà. Comment est-ce que vous vous y prenez, les petites notes ? Ça va, mais c'est très, très difficile. Donc, honnêtement, c'est difficile à choisir. Pour le moment, tout le monde était parfait. Pour moi. C'est Jacques Martin, ça. Attention, hein. Voilà, c'est ça. 10. D'accord. Il faudra bien choisir tout de même à la fin le lauréat du prix du jury. Merci beaucoup. Je vous demande d'accueillir Romain Jagu. Bon, alors Romain, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a fait l'effort de faire une pancarte. Alors, pancarte ? Après ? C'est sûr. D'accord. Alors, Romain, synthèse et caractérisation de matériaux hydrogel pour le domaine de la vision. Tu es en dernière année de thèse au laboratoire de photochimie et d'ingénierie macromoléculaire à Mulhouse, c'est l'université de Haute-Alsace. 3 minutes, quand tu veux. Je vois que certains d'entre vous portent des lunettes. Pour les autres, ça ne devrait pas tarder. Ne préférez donc pas porter des lentilles de contact ? Mais c'est vrai, ceux comme moi qui les ont déjà essayées savent qu'elles ne sont pas toujours confortables, à cause de la sécheresse oculaire. Pour résoudre le problème, la mission que j'ai acceptée est d'inventer un matériau capable d'absorber une quantité d'eau suffisante pour maintenir votre œil hydraté en toutes circonstances. Tout a commencé en 1886, lorsqu'un souffleur de verre allemand a fabriqué la première lentille de contact, mais en verre et la taille d'une pièce de 50 centimes. Ça ne devait pas être très confortable. Il a fallu attendre les années 60 pour qu'un chimiste tchèque conçoive la première lentille souple. C'est la naissance des matériaux hydrogel, capables d'absorber de l'eau, comme dans les couches pour bébés. Mais c'est vrai que les fesses des bébés n'ont pas les mêmes besoins que vos yeux et les contraintes sont nombreuses. Il faut que la lentille soit transparente. Ça paraît évident, mais pas si simple. Ensuite, elle doit absorber de l'eau, étape très importante pour augmenter le confort, mais également faciliter le passage de l'oxygène qui alimentera directement votre œil, tout en étant résistante, souple et non toxique, car c'est quand même pour vos yeux. C'est un peu flou, jetez un œil derrière moi. Le zoom sur la lentille, aussi puissant que si vous vouliez observer une fourmi sur la Lune, permet de voir les molécules, que j'ai représentées par des perles formant des chaînes. Ces chaînes sont reliées entre elles par des nœuds et forment un réseau, comme un filet de pêche. Les espaces vides permettent à l'eau de s'insérer et à l'oxygène de circuler. Imaginez le matin quand j'arrive au laboratoire, mais là, c'est pas pour enfiler des perles, mais pour faire réagir diverses molécules que j'ai sélectionnées pour obtenir différentes chaînes, que je vais ensuite mélanger, puis mettre au four pour générer les nœuds et obtenir mon matériau. Une fois, le mélange des différentes chaînes permet de combiner les propriétés. Exemple à l'écran, c'est comme si vous vouliez faire un filet de pêche avec des chaînes métalliques et d'autres en mousse. Vous aurez donc des zones résistantes et d'autres qui vont se gorger d'eau. Donc une fois le matériau obtenu, ce qui n'a pas été évident car les chaînes ne se connectent pas toujours, l'étape suivante a été de l'immerger afin de vérifier sa capacité à absorber l'eau. Et malheureusement, toutes mes lentilles devenaient opaques une fois gonflées. J'ai dû recommencer, j'ai fait des nouvelles chaînes, des nouvelles molécules, et c'est après un très grand nombre de mélanges que j'ai enfin réussi à obtenir les premières lentilles transparentes. C'est le moment où j'ai commencé à étudier les autres propriétés, le passage de l'oxygène, la résistance. Point par point, j'ai testé, recommencé, puis validé jusqu'à obtenir la lentille que je cherchais, celle capable d'absorber une grande quantité d'eau tout en étant transparente, souple et résistante. Alors gardez un œil sur ce nouveau matériau,
car fortement hydraté, il permet d'augmenter votre confort, mais également d'envisager d'autres perspectives médicales comme l'incorporation de molécules thérapeutiques à l'intérieur du réseau ou sur les chaînes. Alors j'espère que ces 180 secondes vous ont permis d'y voir plus clair. Alors changez votre regard sur les lentilles, osez le contact. Vous êtes vraiment très forts cette année parce que vous vous approchez tous des 180 sans jamais dépasser le bip. C'était Romain Jagu. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Camille Spingarn. Alors vous le constaterez, on a plusieurs thésards de dernière année, plusieurs doctorants qui soutiendront au cours de l'année 2018. C'est le cas de Camille également. Modélisation théorique et Modélisation théorique et simulation numérique de la reconstruction osseuse. Tu es en 3e année de thèse au laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie. Tu es ingénieur arts et métiers, mécanobiologiste et tu as 3 minutes. Lesquels parmi vous ont déjà porté un appareil dentaire? Moi, j'en ai porté un. J'avais 10 ans. À chaque fois que j'entrais dans le cabinet de l'orthodontiste, j'étais frappée par l'odeur aseptisée et le calme qui y régnait. Je m'asseyais sur le fauteuil avec beaucoup d'appréhension et j'attendais que le praticien resserre les fils de mon appareil. Vous savez, les fils qui passent dans les bagues, entre les dents? Ça tirait fort. Et ça me condamnait à ne manger plus que de la purée durant les 3 jours suivants. Mais à l'époque, je ne connaissais pas les mécanismes qui entraient en jeu pour que mes dents se déplacent. Et je ne savais pas non plus que les orthodontistes n'ont aucun modèle prédictif qui leur permette d'adapter leur protocole à leurs patients. En fait, l'os est un matériau en continuel renouvellement. Certaines cellules, les ostéoblastes, construisent l'os. D'autres cellules, les ostéoclastes, le résorbent, le détruisent. Et pendant que les unes détruisent, les autres reconstruisent. Et comme ça, 20% de notre squelette est renouvelé chaque année. Le remodelage osseux dépend de nombreux paramètres tels que l'âge, les maladies, mais aussi le chargement mécanique. Lorsque j'applique une compression à un fémur, il se reconstruit. Donc, si je prends quelques kilos après les fêtes, par exemple, mon fémur se densifie pour supporter mon nouveau poids. Et c'est là que j'entre en jeu. Dans la première partie de ma thèse, j'ai construit un modèle à la fois mécanique et biologique qui permet de prévoir le remodelage osseux d'un fémur en fonction du poids de la personne. C'est un modèle qui prend en compte des données cellulaires, donc à très petite échelle, pour donner un résultat à l'échelle du visible. Il est très compliqué à faire fonctionner. Je passe parfois des jours et des jours sur mon ordinateur à changer les paramètres pour que celui-ci trouve la bonne solution. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'au niveau orthodontique, tout est différent. Lorsqu'un appareil dentaire applique une force à une dent, l'os en compression se résorbe, ce qui crée un espace pour permettre à la dent de se déplacer. Mais c'est tout le contraire que pour le fémur. Vous vous souvenez, le fémur en compression, il se reconstruisait, n'est-ce pas? Là, l'os en compression se résorbe. J'ai compris que cette différence venait d'un ligament qui entoure la racine de chaque dent. Lorsque ce ligament est comprimé, ces vaisseaux sanguins se rétrécissent et ne laissent plus bien passer le sang ni l'oxygène qui est dedans. Ceci active les ostéoclastes qui résorbent l'os. Après avoir fait le modèle du fémur, j'ai voulu faire un modèle de ce phénomène pour que les orthodontistes aient enfin un modèle prédictif qui leur permet d'adapter leur protocole à leurs patients pour limiter la douleur et augmenter l'efficacité. Et comme ça, nous pourrons tous manger autre chose que de la purée en sortant de chez l'orthodontiste. Camille Spingarn. Je vous l'ai dit, cet après-midi, 500 lycéens venus des lycées de toute l'Alsace ont eu la primeur des présentations de nos doctorants et doctorantes. Alors je crois que certains sont revenus ce soir. Est-ce que Romain Bordeaux est dans la salle? Romain, tu es venu avec ta famille? Oui, ta maman. Est-ce que Mimoun El Ouati est là également?
Mimoun, bah, juste à côté. Toi aussi, tu es venu avec quelqu'un de ta famille? Tu es venu tout seul. Léa Bottenmüller est là? Non. Il paraît qu'il y avait une ambiance cet après-midi. Oui, de folie. Un public de jeunes chauds bouillants. Comment vous trouvez le public de... J'ai pas dit... Voilà. Public de qualité, je cherchais le mot. Un peu endormi? Il vous trouve un peu endormi? Moi, je trouve que ce qui manque, c'est une pancarte. J'ai oublié de vous interpeller après la prestation de Romain. Ah oui, non, mais ça, c'est pas... Ah, qu'est-ce qui a marqué? Non, parce qu'un public de vieux, ça a des lunettes et ça voit pas. Elle est à l'envers. On n'est pas au point, vous avez raison. Alors, allez, Camille, on est avec toi. D'accord. C'est bien. On peut mieux faire. C'est vrai qu'il faut intéresser les plus jeunes et amener la science dans les lycées, dans les collèges, voire même avant. C'est ce que fait Eric Weber, qui fait partie du jury. Eric, où êtes-vous? Eric, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Haute-Alsace, laboratoire modélisation, intelligence, processus et systèmes. À Mulhouse, vous avez créé un laboratoire pour enfants, c'est ça? Oui, c'est un laboratoire qui s'adresse aux jeunes de 7 à 18 ans. Et l'idée, c'est d'ouvrir un peu l'université à ces jeunes qui parfois font des études scolaires et puis qui disparaissent sans avoir connu l'université qui est dans leur ville. Et voilà, donc l'idée, c'est de proposer des activités scientifiques, leur faire découvrir dès le plus jeune âge les compétences qu'on a dans nos laboratoires. Et parfois, en fait, on a un manque de visibilité auprès des citoyens. Je pense que par ces actions, on a une mission, c'est de les séduire, de leur donner des étoiles dans les yeux avec des expériences autour de la robotique, de la chimie. Je travaille notamment avec Samuel Fouchard, qui a développé un jeu avec Ravensburger où on peut devenir petit chimiste en 180 minutes. C'est vrai que trouver des futurs doctorants dans vos laboratoires, ça se travaille très tôt. Hein. Voilà, c'est le recrutement à la source. On sait que les jeunes se désintéressent des sciences, notamment les nôtres, les sciences techniques. Et pourtant, il y a plein d'enjeux sur le futur, des compétences à développer pour leur futur. Et dans le bassin régional, on a beaucoup de demandes en Suisse, en Allemagne, pour ces compétences. Même question qu'à vos collègues du jury. Ça se passe comment? Comment vous notez? Vous avez une technique voilà. Oh là là. On verra ça à la fin. À ce point-là. D'accord. Moi, je pensais que... J'ai tenté une nouvelle technique là, oui. et je pense que ça fait beaucoup rigoler mes collègues. Ah oui, à ce point-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des dessins? Il faut de la caméra en fait. Non, c'est top secret, il paraît. Non, mais vous savez que c'est sérieux, hein? Tout à fait. D'accord. Est-ce que les enveloppes remontent bien jusque chez vous? On avait dit, vous savez, qu'on partage après. Ah oui, non, elles arrivent ou pas? On avait dit qu'on en parlait pas très bien, en public. Merci. Je voulais juste savoir si ça fonctionnait. Mesdames et messieurs, nous arrivons à notre 8e doctorant. Il s'appelle Florian Cléty. On va s'intéresser à la biologie animale, restauration d'une diversité biologique dans les milieux agricoles au moyen de pratiques agricoles innovantes. C'est ta première année de thèse, Florian, que tu effectues au sein de l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg. Tu as 180 secondes. Je suis le grand hamster, rongeur venant des champs, vivant dans les cultures, les espaces agricoles. Je m'exprime aujourd'hui via le doctorant qui transmet ce message, me donnant la parole. Car vous êtes peu nombreux à savoir que j'existe, que dans la plaine d'Alsace, jusqu'alors je persiste. Mais nous disparaissons et notre avenir est sombre, alors que nous étions à l'époque en surnombre. On a été tués par dizaines de milliers. Mais si vos champs de blé accueillent nos sépultures, ce n'est pas d'avoir tenté de nous éradiquer, mais bien d'avoir changé toute votre agriculture. Tant de champs remembrés à coups de bulldozer. Sur vos sols labourés, plus aucune plante par terre. Ne reste que du maïs à portée de la main. Subsistent pesticides, monoculture et faim. Je ne suis pas difficile, je suis friand de tout. Mais dans votre maïs, ça manque de vitamines. Et si je n'ai rien d'autre complétant ce régime,
Je mange mes petits, étant malade et fou. Ah, je ne vous parle pas de la bonne manière. Si je disparaissais, vous n'en auriez que faire. Alors rappelez-vous que je ne suis pas tout seul, que plein d'autres espèces font des champs leur linceul. Alouettes et bruants, jadis espèces communes, sont avec nombre d'insectes, compagnons d'infortune. Diverses pollutions, nuisances, coulées de boue, sont aussi des effets qui vous affectent vous. Il ne baisse pas les bras, mon brave doctorant. Avec d'autres personnes, il cherche des solutions. Il étudie la faune qui vit au sein des champs, les pratiques agricoles et leurs implications. Il s'avère en effet que certains paysans retournent moins le sol, mélangent les cultures, et lui vient étudier ces systèmes innovants, montrant leurs bénéfices pour toute la nature. Au milieu des parcelles, il arrive de le voir, récoltant des insectes, carabes et compagnie, des espèces que l'on trouve dans les sols pleins de vie, mais qui lors de pratiques intensives sont plus rares. Il cherche si ces méthodes, d'une manière, affectent cette diversité des espèces d'insectes. Il détermine donc le nom de ces dernières, s'aidant de vieux bouquins, d'une loupe binoculaire. Ah, qu'il est amusant de l'entendre s'écrier « Eureka, j'ai trouvé! Comment est-ce qu'on te nomme? Tu es Bambidillon quadripustulatum, famille carabidée, sous-famille tréquinée. » Alors même si tout ça m'intéresse beaucoup, car je mange des insectes et de petits animaux, les hamsters font aussi l'objet de ces travaux. Ils cherchent quelle nourriture serait bonne pour nous. Ils nous donnent à manger des régimes différents qui comportent chacun plusieurs types de grains, pouvant pousser ensemble au sein d'un même champ, convenir aux paysans et nous faire du bien. Pour vérifier cela, il fait plein de mesures, analyse notre sang, pèse notre nourriture, recherche nos hormones et compte nos petits, regarde s'ils grandissent et leur taux de survie. J'ai espoir aujourd'hui que tout ça ne soit pas vain, que chercheurs et paysans trouvent ensemble le moyen d'arrêter d'exploiter cette chère nature, plutôt de la guider pour leur agriculture. Je rêve que l'équilibre un jour y soit présent. J'ai conscience que cela prendra un peu de temps, mais mon rêve est aussi celui de ce doctorant. Il a affaire, je me retire, je vous le rends. On n'a pas fait mieux depuis le XVIIe siècle, les gens de La Fontaine. C'était des alexandrins. J'ai essayé de compter, il y avait 12 à chaque fois. Hein. Incroyable. Le prochain qui me dit que c'est difficile de retenir le machin et la tortue, le lièvre et la tortue. Hein. Celui-là est autrement plus compliqué. Il s'appelle Florian Cléty. Voilà, bravo Florian. Je vous demande d'accueillir Yves Golder. Margaret Thatcher, construction d'une image politique 1950-1990, c'est le titre de ta thèse. Tu es en dernière année, en 5e année, histoire, sciences politiques, dans le laboratoire qui s'appelle Savoir dans l'espace anglophone, représentation, culture, histoire. L'acronyme, c'est SEARCH. Tu as 3 minutes, 180 secondes. Alors, comme vous pouvez le constater, je m'intéresse à Margaret Thatcher. Pourquoi elle? Pourquoi pas une personnalité finalement plus actuelle ou plus glamour? Ce qui m'intéresse, c'est que justement tout le monde semble avoir son mot à dire par rapport à cette femme politique. Pour beaucoup, elle était une dame de fer aux idées rebutantes. Pour beaucoup d'autres, elle était une idole du XXe siècle. Des t-shirts « I love Maggie » ont même été commercialisés. Et oui. Alors ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre l'origine de ces positionnements, tantôt extrêmement négatifs, tantôt particulièrement élogieux à l'égard de cette femme politique. Ma recherche est en lien avec un domaine qu'on appelle civilisation britannique. C'est un domaine qui se nourrit d'histoire, de sciences politiques, de sociologie, parfois même de philosophie, pour essayer de mieux comprendre le monde britannique. Alors de manière générale, je m'intéresse à l'image politique de Margaret Thatcher de 1950 à 1990, c'est-à-dire de l'année où elle posa sa première candidature à une élection, à celle où elle démissionna de ses fonctions de Premier ministre. Et je me penche plus particulièrement sur l'interaction entre Margaret Thatcher et les médias. C'est ça qui est le plus intéressant finalement.
Par rapport à cette interaction, je vais vous donner un exemple très simple pour que vous compreniez un petit peu mieux. En fait, Margaret Thatcher se présentait comme une politicienne déterminée à défendre ses concitoyens. Il s'agit donc de construction d'image. La presse soviétique la qualifia de dame de fer de manière péjorative pour souligner son inflexibilité. Il s'agit de déconstruction. Enfin, Margaret Thatcher reprit le surnom de dame de fer à son compte et le redéfinit pour se présenter comme la dame de fer de l'Occident, capable de sauver les valeurs occidentales. Il s'agit de reconstruction. Il y a donc constamment des tentatives de déconstruction et de reconstruction de l'image politique qui reflètent le dialogue entre Margaret Thatcher et les médias. C'est un peu comme un puzzle qui se déconstruirait et se reconstruirait à l'infini. En ce qui concerne les techniques de communication politique, nous pouvons remarquer que la plupart d'entre elles se développèrent tout justement à l'époque où Margaret Thatcher était au pouvoir, c'est-à-dire les années 80. Notamment les conseillers en communication et les spots de campagnes électorales. J'espère que vous aura permis de mieux comprendre en quoi, même si elle n'est pas très glamour à première vue, Margaret Thatcher est une personnalité qui a révolutionné la communication politique. D'autant plus que vers la fin du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, il semblerait que la forme du message émis par les personnalités politiques a fini par prendre le dessus sur le fond de ce message. Car nous nous sommes accoutumés à vivre dans ce que nous appelons une société de l'image. Voilà, donc comme quoi on peut être un jeune doctorant comme moi et être passionné par cette femme politique des années 80. Yves Golder, merci beaucoup. Tiens, puisqu'on parle de médias, laissez-moi vous présenter la rédactrice en chef de France Bleu Alsace. Elle s'appelle Céline Rousseau. Céline, où êtes-vous? Voilà. Je suis là. Alors, quelques fréquences de France Bleu, c'est quoi? C'est 101.4 à Strasbourg, 102.6 à Mulhouse. À Mulhouse, parfait, voilà. Dans le Haut-Rhin. On peut en dire des choses en 3 minutes. 3 minutes, c'est un format d'interview radio, ça? Oui, 3-4 minutes, c'est un format d'interview radio. Et contrairement à ce que tout le monde peut penser, alors pas ce soir évidemment, puisque vous êtes un public très bienveillant, la concision n'enlève pas la rigueur. Voilà, c'est ce qu'on pense parfois quand on entend des experts dans les médias. Mais on a parfois du mal à recruter, justement, à trouver des personnalités, des professeurs pour venir nous parler de sujets très précis. Souvent, ils viennent à l'antenne et au bout de 3 minutes, ils ressortent presque en pleurant. Alors, j'exagère un petit peu, mais ils sont tellement frustrés parce qu'en fait, ils pensent qu'ils viennent à la radio pour faire un cours magistral. Évidemment, c'est pas du tout le cas. Et donc, on cherche vraiment des gens qui ont du fond, exactement comme ces jeunes doctorants, qui peuvent nous parler de fond, de choses très précises, mais de manière très concise. Voilà. Alors c'est vrai que dans le jargon des médias, on parle de bons clients. C'est voilà. quelque chose que vous recherchez, mais finalement, moi je suis en train de me dire que ça s'apprend d'être un bon client. Ça devrait s'apprendre. Ça devrait s'apprendre. Moi je pense qu'on devrait rajouter à l'ensemble des filières un module de communication, que ce soit dans des matières scientifiques ou dans des sciences humaines et sociales. Ouais, je pense que ce serait très important. Si vous cherchez un chercheur poète, quelqu'un qui maîtrise les alexandrins, alors il a un petit problème de personnalité, il se prend pour un hamster. Mais en 3 minutes, ça devrait pas trop se voir. Je peux vous aider. C'est pas grave. En même temps, moi, je fais de la radio, donc il n'y a pas de souci. Ça ne se voit pas. Vous avez tout à fait pas de problème. Bon, comment vous pratiquez pour les notes? Alors, de manière très très classique, je prends des notes. Voilà. Vous notez, faites de 1 à. Ouais, je note. Voilà. Là, c'est même très très scolaire la façon dont. Et là, il y en a un ou une qui se détache ou on est à 10 là, comme tout à l'heure m'a dit un de vos collègues du. Ah non, moi j'ai déjà des idées. Ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup. Nous allons accueillir, il ne faut pas que je me trompe, dans la suite de nos présentations, notre 10e doctorante. Elle s'appelle Nathalie, oh quel beau prénom, Nathalie Ortiz Peña. Nathalie est chimiste, l'Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg. Le titre de sa thèse, Électrochimie in situ appliquée à l'étude des catalyseurs pour les énergies renouvelables. Nathalie, comme les autres, tu as 180 secondes. Merci. Quand j'étais petite, en Colombie, j'adorais regarder une émission à la télé qui s'appelait Les Bus Magiques.
J'étais vraiment fascinée par ces dessins animés car il y avait une institutrice qui menait ses élèves dans son bus. Ce bus avait 1000 pouvoirs. Il était capable de voyager à la découverte de l'univers et emporter ses élèves jusqu'aux galaxies les plus éloignées, ou le rétrécir, le rendre tout rikiki pour le faire entrer à l'intérieur d'une cellule du corps humain. Alors, les jours où j'ai compris que la science nous permettait en même temps d'étudier l'infiniment grand et l'infiniment petit, je me suis orientée vers cette voie. Et c'est grâce à tout cela qu'aujourd'hui, je vous propose de vous emporter dans mon propre bus magique. Un énorme microscope électronique. À la découverte des atomes, attachez vos ceintures, on y va. Notre microscope permet d'observer à une échelle en-dessus de milliardième de mètre, c'est-à-dire 1000 fois plus petite que le diamètre d'un cheveu de votre tête, si vous avez des cheveux. On peut étudier tout type de matériaux, allant des particules, en passant par des molécules et aller jusqu'aux atomes. Les atomes, ce sont les constituants minuscules qui composent toute la matière qui nous entoure. Maintenant, vous pouvez vous demander à quoi peut bien servir d'aller si loin dans la matière à des échelles si petites. Bon, je vous donne un exemple. Pendant ma thèse, j'utilise un super système qui nous permet de simuler les conditions réelles de fonctionnement des batteries. Oui, je parle de batteries comme celle de votre téléphone dernier cri ou celle des voitures électriques nouvelle génération. On s'intéresse surtout à mettre en évidence les interactions des différents composants et comprendre comment ils travaillent à l'intérieur de la batterie. Mais la vraie nouveauté de mon projet est qu'on peut observer en direct les différentes réactions. On appelle ça le mode in situ. Ce mode nous offre un spectacle formidable. Il nous permet de filmer ces éléments en pleine action et voir comment les matériaux changent dans le temps. Du coup, mon rôle est de chercher les conditions optimales pour augmenter leur rendement et bien sûr leur durée de vie. Ce projet aidera au développement de batteries du futur, comme celles que vous trouverez dans vos maisons solaires pour les jours sombres ou dans les voitures qui produiront de l'eau à la place des fumées toxiques. Pour conclure, j'aimerais vous inviter à imaginer votre propre bus magique avec lequel vous pourrez découvrir le monde qui nous entoure, les comprendre et les préserver. Nathalie, qu'est-ce que tu as dans le dos ? Reprends le micro. Qu'est-ce que tu as dans le dos ? C'est une cape de Superwoman ? Ouais, tout à fait. Ouais. Des Superwoman de la science, voilà. Et ça, je veux dire, ça marche dans la vie de tous les jours ? Non, mais on porte un lab coat. Il suffit d'y croire, oui, tu le portes sur toi, et puis voilà. Donc, oui. On rêve ou pas. Alors, il y a celui qui se prend pour un hamster, et puis il y a... Enfin, remarquez, Nathalie vient de Cali, alors il lui a bien fallu ça pour arriver jusqu'à Strasbourg. Bravo à Nathalie Ortiz-Peña. Wifek Awinet nous rejoint maintenant. Vous savez qu'on dit que chaque jour, il faut se coucher moins bête qu'on ne s'est levé. Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui ? Bon, là, déjà, ce soir, j'imagine que oui. Alors, par exemple, moi, j'ai appris ce que c'était la philologie. Parce que Wifek, elle est philologue. Alors, si on vous demande, hein, c'est entre l'histoire et la littérature. Ça, à replacer dans un dîner de famille, philologue. Bon. Alors, Zénobie, reine de Palmyre, fortune en Orient et en Occident d'une figure légendaire, tu es en 4e année de thèse au Centre d'analyse des rhétoriques religieuses de l'Antiquité de l'Université de Strasbourg, une thèse en co-tutelle avec l'Université de Leyde aux Pays-Bas. Wifek, tu as 180 secondes, un petit signe à Benjamin, quand tu veux. Ma thèse porte sur une célébrité de l'Antiquité, Zénobie, reine de Palmyre. Vous en avez peut-être entendu parler à la télé, à la radio, ou en voyant défiler sur vos pages Facebook des titres comme « Palmyre de Zénobie à Daesh » ou « Palmyre de nouveau menacée par l'État islamique ». Mais il y a 17 siècles, Palmyre, cité antique de Syrie,
était surtout célèbre grâce à sa reine Zénobie, un personnage historique, un personnage qui a réellement existé, mais qui va devenir une légende, une icône, exactement comme les célébrités de notre monde moderne, Lady Diana ou même Marilyn Monroe. On verra comment et pourquoi. Mais avant ça, qui est Zénobie? Comment est-elle devenue une légende? Eh bien, régente de Palmyre au IIIe siècle de notre ère, Zénobie a été très ambitieuse. Elle va se rebeller contre Rome en s'auto-proclamant impératrice d'un empire. Mais l'empereur Aurélien va très vite prendre les choses en main et il mettra fin à son règne et à sa rébellion. Après cet épisode, nous ignorons tout des circonstances de la fin de Zénobie. C'est le mystère. Eh bien, c'est ce destin inconnu qui va nourrir les fantasmes et qui va faire naître des versions très contradictoires. Vous savez, les historiens anciens ne sont pas moins curieux que nous. Une reine orientale qui se rebelle contre Rome ne peut que faire la une de leurs écrits. Mais chacun de ces auteurs va façonner l'image de Zénobie selon son idéologie. Les auteurs, arabes, grecs ou romains, vont inventer des histoires rocambolesques au sujet de Zénobie. Mais c'est à moi de distinguer donc, le légendaire de l'historique au moyen de nombreuses méthodes. Mais je dois maintenant vous parler de mes écrits. Alors, j'étudie d'un côté les écrits, donc gréco-latins, d'auteurs païens et chrétiens, et de l'autre, des écrits, donc des sources arabes médiévales. Les chrétiens vont diaboliser Zénobie. C'est une princesse barbare assoiffée de pouvoir. Les païens vont la glorifier. Elle est chaste car elle ne s'unit à son mari qu'une fois par mois. En plus, elle fait la guerre comme une Amazone. Vous avez bien vu, ces sources sont anecdotiques. Elles sont en plus contradictoires, mais elles restent vraisemblables, puisque ce n'est pas du tout le cas de nos sources arabes, qui nous plongent dans le fantastique, dans le monde des 1001 nuits. Selon certains chroniqueurs arabes, Zénobie, attention, est une princesse aux parties intimes hirsutes. Pour faire peur à ses adversaires, elle soulevait sa jupe et elle démontrait ses parties poilues, parfois très repoussantes, annonçant ainsi la fin du roi adversaire. Alors, tous les jours, je décortique, je compare et je traduis des sources qui n'ont rien à voir, car les Arabes, pour construire ce portrait de Zénobie, vont recopier des passages sans jamais citer les sources. Droit d'auteur, pas avec les anciens. D'ailleurs, tant mieux pour moi et pour la philologie, ça nous fait du travail. Pourquoi passer des années de sa vie maintenant à faire cela, à jouer à l'Indiana Jones? Eh bien, comme le disaient les anciens, les écrits restent et les paroles s'envolent. Face au monstre qui s'attaque à Zénobie, il se fait urgent de conserver son histoire, par écrit, par ma thèse. Oui, fake, ah oui, net. Finalement, si je ne dois retenir qu'un truc de cette soirée, ce ne sera pas la philologie. On apprend des choses quand même. Je regrette pas d'être venue. Je vous demande d'applaudir Laura Benkemoun, qui est la dernière membre de notre jury. Ils sont 5 ce soir. Laura, bonsoir. Vous êtes la responsable régionale Grand Est pour la Fondation Maladies Rares. Fondation Maladies Rares qui est un accélérateur de recherche. C'est-à-dire que vous allez aller de l'idée, on va dire, l'idée de recherche dans le laboratoire à la solution concrète pour les personnes malades. Vous avez eu un parcours classique, on va dire. Un jour aussi, vous étiez à leur place doctorante. Vous avez passé une thèse, vous êtes docteur en génétique. Ensuite, il y a eu un postdoc. Et puis, arrivé à la Fondation Maladies Rares, vous vous êtes aperçu de toute l'importance de la vulgarisation. Pourquoi ? En fait, tout simplement parce que c'est le lien avec le public, avec les personnes pour lesquelles on travaille, avec parfois les mécènes qui vont soutenir les travaux, avec nos parents qui nous soutiennent aussi pendant la thèse. On sait à quel point c'est important. C'est un moyen vraiment de discuter avec la société, de faire comprendre quel est l'apport de la recherche. Et vraiment, depuis que je suis à la Fondation Maladies Rares, je me dis que cette thèse en 180 secondes, j'aurais adoré la voir quand j'étais thésarde. Pour chercher des financements, hein, parce que ça aussi c'est important. Hein. Oui, alors ouais. Comme la majorité des fondations, l'idée c'est d'accélérer la recherche dans les maladies rares pour aller plus vite de l'idée à la solution concrète, que ça soit des médicaments, donc en santé, ou des solutions concrètes dans la vie quotidienne, donc en sciences humaines et sociales. Ça va, on en a vu 11 là, des doctorants. Vous en êtes où, vous, de votre classement? Ils sont formidables, mais j'ai que des plus. Alors ça va être un peu compliqué de faire le tri, mais... Des plus? Ouais, voilà, mais c'est passionnant. Bravo. D'accord. On va écouter, si vous voulez bien, merci beaucoup Laura, notre dernier doctorant. C'est pas facile non plus de passer en dernier, c'est pas facile de passer en premier, c'est pas facile de terminer les 12 présentations, parce que les 11 autres, ils sont tranquilles.
Et toi, tu es le dernier à te présenter sur scène, Santiago Salazar Botero. Santiago qui a eu une autre vie avant d'arriver ici à Strasbourg. Il est chirurgien orthopédique de l'université de Bogota. Tu fais aujourd'hui une thèse au laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie à l'université de Strasbourg. Tu travailles également en collaboration avec le service de la chirurgie de la main d'Illkirch. Le titre de ta thèse, Optimisation de la réparation et de la régénération nerveuse. Tu as 180 secondes. Je vais vous parler des nerfs. Les nerfs sont responsables de transmettre l'information des organes sensitifs qui nous permettent de voir, goûter, écouter et de nous dire si quelque chose nous fait mal. Ils sont également responsables de transmettre l'information du cerveau aux muscles pour nous permettre de bouger. Plus en particulier, je vais vous parler des nerfs des doigts. Ces nerfs sont responsables de transmettre l'information du toucher. Ils nous permettent de sentir la douceur de la peau d'une fille, puis de nous dire s'il faut retirer la main parce qu'on va se brûler. Est-ce que vous vous êtes déjà coupé un doigt? Ça fait très mal, n'est-ce pas? Des fois, quand on se coupe le doigt, on se coupe aussi le nerf, le truc jaune là. Bon, les lésions nerveuses sont très graves car elles ne se réparent pas toutes seules. Une opération chirurgicale est nécessaire pour les reconnecter. Malgré tout, cette opération ne fonctionne pas bien toujours. En gros, il existe deux façons de réparer un nerf. Soit vous mettez des points de suture, soit vous mettez des guides de régénération nerveuse. Pour mieux vous illustrer mes propos, suturer un nerf, c'est comme si vous tentiez de coudre ensemble deux morceaux de spaghetti cuits avec un microscope. Pas facile. Par contre, si vous utilisiez des guides de régénération nerveuse, c'est comme si vous tentiez de relier les deux morceaux de spaghetti par une paille et que vous attendiez jusqu'à ce qu'ils se reconnectent et ils repoussent à l'intérieur jusqu'à l'autre côté. Ça repousse à la vitesse des cheveux et ce n'est pas pareil pour tout le monde. La preuve, on utilise ces guides que quand il manque un morceau de nerf pour aider à guider la repousse des petites spaghettis qui repoussent à l'intérieur. Ouais, bon. Est-ce que vous croyez qu'il est très important de réparer ces nerfs parce qu'ils doivent supporter le mouvement des doigts immédiatement après réparation? Est-ce que vous croyez vraiment que les nerfs suturés pourront être sollicités immédiatement après réparation? Merci. Des fois, complètement joué. Franchement, j'ai fait une étude anatomique où j'ai démontré que 15% des nerfs suturés cèdent ou se déchirent dès les premiers mouvements. Cela m'a fait penser qu'il fallait changer la façon de faire. C'est pour ça que je me suis intéressé à regarder au microscope la structure du nerf. Ensuite, je suis allé regarder quelle était la partie la plus forte. Pour cela, j'ai fabriqué une machine de traction pour voir quelle était la partie la plus forte et dire au chirurgien où est-ce qu'il fallait coudre. De toute façon, lorsque ma thèse aboutira, si jamais vous vous coupez un doigt, ne m'appelez pas. J'irai vous le reconnaître. À l'applaudimètre, c'est Santiago. Alors, je vous demanderai de ne pas oublier, public et jury, quand vous jugerez la prestation de Santiago, de ne pas oublier que pour lui et pour d'autres, ce n'est pas leur langue natale et que la difficulté est encore un cran au-dessus. Bravo à toi.